Mesdames et messieurs, honorables invités, il rêve de voir son pays devenir émergent à l'horizon 2035. Pour ce faire, son gouvernement a adopté en novembre 2012, un plan Sénégal émergent avec l'ensemble de ses partenaires au développement. Je vous prie, mesdames et messieurs, de bien vouloir recevoir son Excellence, M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, pour son intervention. Excellences, Monsieur le Président Alassane Ouattara, chers frères, champions d'Afrique, Excellences, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président Thabo Mbeki, Madame l'administrateur du PNUD, Monsieur le vice-président de la Banque mondiale pour la région Afrique, Monsieur le vice-président de la Banque africaine de développement, Monsieur l'envoyé spécial de la République populaire de Chine, distingués participants en vos différents rangs et qualités, tout protocole observé, distingués chefs coutumiers, mesdames et messieurs, c'est avec grand plaisir que je prends part à cette conférence sur l'émergence de l'Afrique, à l'aimable invitation du président Ouattara. Merci, Monsieur le Président, pour votre invitation et votre accueil toujours fraternel et amical. Nous sommes toujours heureux de nous retrouver ici à Abidjan, qui mérite bien le titre de capitale de l'émergence pour l'Afrique. En posant comme thème la problématique de l'émergence africaine, cette conférence confirme que l'Afrique reste sur une tendance positive en dépit des défis auxquels le continent reste encore confronté. L'Afrique lutte sur plusieurs fronts, celui de la paix, celui de la sécurité et de la stabilité, celui de la démocratie et de la bonne gouvernance, et assurément celui de la croissance pour l'émergence et la prospérité. Et ce n'est pas le moindre défi. Sur ce plan, nos pays continuent de réaliser des performances inédites depuis plus d'une décennie, avec des taux de croissance au-dessus de la moyenne mondiale, vous l'avez rappelé, Madame l'administrateur du PNUD. En même temps, l'Afrique diversifie ses partenaires et mobilise davantage ses ressources internes pour financer son développement. Mais la croissance n'est pas une fin en soi. Elle n'a de portée réelle que si elle transforme qualitativement et de façon durable les conditions de vie des populations. En plus d'être forte et durable, la croissance qui conduit vers l'émergence doit générer des emplois, faire reculer le chômage et la pauvreté et réduire les inégalités sociales. Or, sur ces trois indicateurs d'une économie émergente et inclusive, l'Afrique a des déficits substantiels qu'elle ne peut combler qu'en changeant de rythme et d'approche dans ses politiques de développement. C'est l'objectif du plan Sénégal émergent. Le PSE que nous avons lancé en février 2014
pour un renouveau productif du Sénégal, fondé sur 3 paradigmes. Premièrement, la transformation de la structure de l'économie sénégalaise par une croissance d'au moins 7% l'an. Ce que parler de 7% en Côte d'Ivoire peut paraître très peu ambitieux. Très peu ambitieux. Mais nous allons sur le rythme de la Côte d'Ivoire. Deuxièmement, un développement solidaire et inclusif. Troisièmement, la consolidation de notre expérience démocratique par la promotion de l'état de droit et la bonne gouvernance. Dans son contenu, le plan Sénégal émergent s'appuie sur l'exploitation optimale des ressources et des secteurs stratégiques qui forment ses composantes majeures, notamment l'agriculture, les infrastructures, l'énergie, les mines, le tourisme, les technologies de l'information, la communication et l'habitat. Après un diagnostic approfondi de nos potentialités, nous avons identifié ces secteurs comme étant les principales forces motrices aptes à tirer la croissance de l'économie et à générer des emplois. Donc ce sont des moteurs de croissance, mais également des moteurs d'emploi. Dans sa philosophie et ses modalités de mise en œuvre, le PSE repose plus sur le partenariat que sur l'aide. C'est pourquoi nous avons adopté une loi sur les contrats CET. Cette loi vise à promouvoir les financements innovants des infrastructures publiques à travers le partenariat public-privé. Nous comptons déjà des exemples réussis dans ce domaine, dont une autoroute à péage sur 45 km et un nouveau projet d'autoroute sur 113 km qui va débuter dans les prochaines semaines. De même, en collaboration avec le secteur privé, nous aménageons actuellement un nouveau pôle urbain sur le site de Diamniadio, à 30 km de Dakar. En outre, nous lancerons prochainement une liaison ferroviaire par train rapide pour connecter Dakar et le nouvel aéroport international Blaise Diagne en cours de finition. Nous développons d'autres projets d'infrastructures, notamment routières, et des pistes de désenclavement pour assurer une meilleure circulation des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire national. Nous avons bien noté la leçon, Madame Clark, de la réduction des écarts entre milieu rural et milieu urbain. C'est tout le sens qu'il faut apporter à la réforme de la décentralisation que j'ai initiée à travers l'acte 3 qui élimine sur le principe les disparités entre communes rurales et communes urbaines. J'insiste particulièrement sur les infrastructures parce que toutes les expériences montrent qu'elles constituent la base de l'émergence. En plus de la production agricole à grande échelle pour l'autosuffisance alimentaire, mais aussi le développement de l'agro-business. Sur ce plan, le défi que nous nous sommes lancés au Sénégal est de parvenir à l'autosuffisance en riz dès 2017, par un vaste programme de modernisation de la filière et de promotion du consommé sénégalais. Une croissance plus inclusive pour un développement solidaire suppose également la réduction des disparités sociales. C'est l'objet de 2 initiatives nouvelles que nous avons lancées à cet effet. La première, à travers le programme national de bourse de sécurité familiale, doté d'une enveloppe pour l'année 2014 de 20 milliards de francs CFA pour soutenir 200 000 familles bénéficiaires.
La seconde, avec la couverture maladie universelle, vise à faciliter l'accès du plus grand nombre à un minimum de soins de santé. Mais malgré tous nos efforts internes, nos pays restent encore confrontés aux règles d'une gouvernance économique mondiale d'une autre époque. Je me permets de le dire devant nos partenaires. Dans une dynamique d'émergence, l'Afrique a besoin d'une mobilisation conséquente de ressources que l'aide publique au développement en baisse constante ne peut satisfaire. C'est pourquoi nous devons travailler à la réforme de la gouvernance économique et financière mondiale pour l'assouplissement des conditions d'accès des pays en développement au marché des capitaux, la réduction des formalités, des procédures, des délais de conception, de financement et de réalisation des projets de développement, bien sûr dans le respect des règles de la bonne gouvernance. Une meilleure coopération internationale pour la transparence des industries extractives, y compris dans l'élaboration des contrats miniers. Et enfin, la mise en place d'un système multilatéral efficace contre les flux financiers illégaux qui coûtent à l'Afrique un préjudice annuel estimé entre 50 et 148 milliards de dollars selon une étude de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique. Tous ces efforts devraient générer de nouvelles ressources pour le financement du développement. La voie de l'émergence pour l'Afrique passe enfin par la mise en œuvre des initiatives du NEPAD à travers les 51 projets prioritaires du programme de développement des infrastructures de l'Afrique, le PIDA. En définitive, si l'afropessimisme est derrière nous, nous devons nous donner les moyens d'être raisonnablement optimistes sur la voie de l'émergence. Il faut agir maintenant et considérer l'Afrique non comme le continent de l'avenir, mais comme un partenaire du présent. Je vous remercie de votre présence. Mesdames et messieurs, le président Macky Sall l'a évoqué, avec un taux de croissance qui flirte avec les 10%, avec un ensemble de réformes qui le classe parmi les 10 pays les plus réformateurs du monde, bien sûr avec le Sénégal également. Quelle peut être la vision de la Côte d'Ivoire sur l'émergence? Je vous prie de recevoir son Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, pour son intervention. Cher frère Macky Sall, président de la République du Sénégal, merci d'être avec nous aujourd'hui et surtout, j'étais heureux que vous soyez arrivé juste avant l'orage parce qu'il pleuvait fortement ce matin à Abidjan. Monsieur le Président, Excellence Monsieur Thabo Mbeki, ancien président de la République d'Afrique du Sud, chers frères, Mesdames et Messieurs les présidents d'institutions, Monsieur le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur le vice-ministre des Affaires étrangères de la Chine, Madame Hélène Clark, administrateur du PNUD, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions régionales et internationales,
Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et membres du corps diplomatique, Monsieur le vice-président de la Banque mondiale, Monsieur le vice-président de la Banque africaine de développement, Monsieur l'administrateur assistant, directeur régional du Bureau Afrique du PNUD, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions internationales, Mesdames et Messieurs les élus, honorables chefs traditionnels et religieux, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile et du secteur privé, honorables invités, Mesdames et Messieurs, c'est bien évidemment avec un grand plaisir que je vous accueille à Abidjan à l'occasion de cette conférence internationale consacrée à l'émergence en Afrique. Je voudrais, comme mon jeune frère Mabrit Ouakeuz vous l'a dit, vous souhaiter à mon tour la bienvenue en Côte d'Ivoire, à Kouaba, à toutes et à tous. Président Macky Sall, merci à nouveau pour l'honneur que vous nous faites et toujours l'amitié et l'affection à mon endroit. Monsieur le Président et chers frères, votre présence ici témoigne une fois de plus de la qualité des relations d'amitié, de fraternité et de coopération qui existent entre la République du Sénégal et la République de Côte d'Ivoire. Je voudrais profiter de votre présence pour saluer l'important travail que vous accomplissez à la tête du Sénégal. Je vous félicite pour les importantes réformes économiques et sociales que vous avez su initier pour le bien-être des Sénégalais. Grâce au plan Sénégal émergent, qui fixe les fondations pour accélérer la marche du Sénégal vers l'émergence à l'horizon 2035, ces réformes ont permis de consolider les fondations de l'économie sénégalaise. Permettez-moi de vous dire à quel titre je me sens également sénégalais. Merci à vous. Excellences, honorables invités, Mesdames et Messieurs, la Côte d'Ivoire s'honore d'abriter la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique, une initiative du Programme des Nations Unies pour le développement organisée en partenariat avec le gouvernement de Côte d'Ivoire. Je voudrais à cet égard remercier tout particulièrement Madame Hélène Clark, administrateur du PNUD, et tous les organisateurs de cette conférence. Mes remerciements vont également à l'endroit de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement. Nous nous félicitons de cette rencontre qui intervient après la tenue à Abidjan en mai 2014 de la réunion des directeurs régionaux des agences du système des Nations Unies et le lancement pour la région Afrique du rapport sur le développement humain 2014 du PNUD. Je voudrais à cet égard saluer les efforts du PNUD en faveur du développement humain durable. Excellences, honorables invités, Mesdames et Messieurs, cette conférence me donne l'opportunité de partager avec vous les 10 principaux points qui, à mon sens, devraient retenir notre attention au cours des discussions sur l'émergence en Afrique. Je vous donnerai ensuite la vision de l'émergence de la Côte d'Ivoire. Sur les 10 points, premièrement, il convient de noter qu'une croissance forte et durable n'arrive pas par miracle. Elle est le résultat d'une persévérance dans le temps, de la mise en place d'un ensemble cohérent de réformes structurelles de grande envergure et d'investissements publics et privés bien ciblés dans un cadre macroéconomique stable et planifié. Bien sûr, vous reconnaîtrez dans cette phrase l'ancien directeur général adjoint du Fonds monétaire international. Alors, deuxièmement, le cheminement vers l'émergence est une stratégie économique choisissant de s'intégrer pleinement dans la globalisation des échanges tout en luttant contre la croissance déloyale. Cette phrase, je l'ai piquée après mon entretien avec le vice-ministre des Affaires étrangères de Chine, qui dit l'ouverture sur l'extérieur, c'est essentiel. Troisièmement, les pays émergents les plus performants ont connu une accumulation élevée des facteurs de production.
capital physique et capital humain, et un transfert massif de main-d'œuvre vers les secteurs industriels et tertiaires. Pour éviter les problèmes liés à une urbanisation non maîtrisée, ce transfert nécessite une politique adéquate d'urbanisation, de santé, d'éducation et de transport. Ceci est particulièrement vrai sur notre continent, qui connaît un accroissement démographique parmi les plus élevés au monde. Quatrièmement, il nous faut continuer à prendre les mesures nécessaires pour augmenter les taux d'investissement et d'épargne, aussi bien publics que privés, qui ont été un facteur essentiel du miracle asiatique. Le taux d'investissement total en pourcentage du PIB en 2014 est estimé par le FMI à environ 42% dans les pays émergents et dans les pays en développement d'Asie, contre seulement 20% en Afrique subsaharienne et en Amérique latine. Le taux d'épargne nationale en pourcentage du PIB est estimé à 43% en Asie, contre environ 17% en Afrique subsaharienne et en Amérique latine. Cinquièmement, notre croissance ne pourra pas continuellement reposer sur l'accumulation des seuls facteurs de production, c'est-à-dire le capital physique et le travail. L'accroissement de la productivité totale des facteurs devra également jouer son rôle. Elle est fonction notamment du changement technologique, d'une bonne organisation de la production, d'une bonne organisation, d'un bon climat des affaires, d'une politique de bonne gouvernance dans les entreprises publiques et privées et de la pleine prise en compte de leurs responsabilités sociétales. Je voudrais insister sur le fait qu'une fonction publique basée sur le mérite peut augmenter de façon considérable la compétitivité d'une économie. La Corée du Sud, que j'ai eu l'honneur de visiter récemment, l'a parfaitement démontré. Sixièmement, le secteur agricole est le secteur le plus porteur dans les premières étapes d'une croissance forte et partagée. L'augmentation de la productivité dans l'agriculture permet de réduire la pauvreté et de produire une main-d'œuvre abondante pour les secteurs industriels et tertiaires. Plusieurs pays sur le chemin vers l'émergence ont commis l'erreur de négliger le secteur agricole. Nos pays doivent continuer de renforcer les filières agricoles et atteindre l'autosuffisance alimentaire en prenant en compte le réchauffement climatique. La Côte d'Ivoire, pour sa part, a accru la production de cultures vivrières de 27% en une année et devrait atteindre l'autosuffisance, par exemple en riz, dès la campagne agricole 2016-2017. Septièmement, nous devons poursuivre un développement vert et durable. Là, c'est pour l'ambassadeur de France, puisque nous avons le sommet de Paris en décembre prochain. En effet, une croissance rapide, sans respect de l'environnement, a eu, dans plusieurs pays émergents, des effets dévastateurs dans l'environnement et sur la santé des populations. Huitièmement, un système bancaire et financier efficace et compétitif qui offre une gamme de produits variés qui permet une bonne intermédiation financière, notamment entre les investisseurs et les épargnants. La concentration des risques dans quelques banques, la collusion d'intérêts publics et privés, ainsi que le manque de supervision du secteur financier expliquent en grande partie la crise financière des pays asiatiques émergents dans les années 97 et 98. Michel Candesu, mon ancien patron, le souligne bien d'ailleurs dans son livre intitulé « La scène de ce drame est le monde ». C'est un excellent livre que je recommande vivement. Pas seulement parce qu'il est mon patron, mais parce que c'est donc quelqu'un de très bien. Neuvièmement, l'État a indéniablement joué un rôle important dans nos pays, mais aussi dans les pays émergents d'Asie et d'Amérique latine. Ces interventions ont pris des formes multiples et variables dans leur intensité.
Mais toutes les politiques, qu'elles soient interventionnistes ou non, doivent se soumettre aux tests de compétitivité au niveau international. Et enfin, l'investissement public bien ciblé dans les infrastructures et le capital humain est essentiel. Le président Macky Sall nous l'a rappelé tout à l'heure. L'absence d'investissement adéquat dans l'éducation et la formation professionnelle peut empêcher des groupes sociaux ou des régions entières de bénéficier de la croissance, comme le relève si bien l'économiste français Thomas Piketty dans son best-seller « Le capital au XXIe siècle ». Une main-d'œuvre qualifiée peut plus aisément s'adapter aux changements technologiques. Nos pays devraient donc continuer de renforcer leur système éducatif et la formation professionnelle, afin de réduire l'inadéquation entre les besoins de nos économies et l'éducation et la formation professionnelle. Dixièmement et enfin, il est indéniable que l'accélération de l'industrialisation et la transformation de nos matières premières sont essentielles à la consolidation et à la pérennisation d'une croissance forte et durable en Afrique. L'ouverture sur l'extérieur permet des activités créatrices d'emplois basées sur la dynamique des avantages comparatifs, incluant la production de produits manufacturiers intensifs à main-d'œuvre. Selon la Banque mondiale, la part des exportations des produits manufacturiers dans les exportations de marchandises ne représente qu'environ 27% en Afrique subsaharienne, contre 83% dans les pays en développement d'Asie et du Pacifique. Voilà, honorables invités, Excellences, Mesdames et Messieurs, j'ai tenu à, bien que cela paraît très technique, je pensais que c'était important pour situer tout à l'heure donc notre table ronde sur l'émergence, les points importants, et pour nous aider à tirer également des leçons pour le continent et pour l'avenir. Comme vous le savez, notre ambition est de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Oui, le président Macky Sall me disait que nous sommes très ambitieux, mais vous savez, c'est le Premier ministre Duncan qui a fixé 2020. Donc, Donc, en tout cas, il me dit de vous dire également que notre objectif est de diminuer de moitié le taux de pauvreté dans notre pays. Voilà, pendant cette période. Je crois que nous sommes sur la bonne voie. Selon le FMI et la Banque mondiale, la Côte d'Ivoire a, depuis 2012, rejoint le peloton de tête des pays à forte croissance en Afrique et dans le monde. Le taux moyen de croissance du PIB pour la période 2012-2014 devrait être supérieur à 9%. Le taux du PIB par tête d'habitant s'est amélioré d'environ 20% au cours de ces 3 dernières années. Je dirais que pour le monde rural, le monde agricole, l'augmentation est même plus forte. Et pour plus de la moitié des fonctionnaires, l'augmentation est plus forte que 20% en ce qui concerne leur rémunération. Ce taux de croissance est le résultat d'un effort collectif dans la mise en place de mesures structurelles de grande ampleur et d'un cadre macroéconomique solide. Les institutions internationales prévoient le maintien d'un taux de croissance relativement fort pour la décennie à venir en Côte d'Ivoire, qui pourrait être plus ambitieux selon nos estimations. J'ai écouté le Premier ministre qui était hier à Genève. Il a mentionné que normalement, à partir de cette année, nous devrions avoir des taux de croissance de plus de 10% sur 3 à 5 ans. N'est-ce pas, Monsieur le Premier ministre? Voilà. Alors, selon le rapport Doing Business 2015 de la Banque mondiale, la Côte d'Ivoire se retrouve pour la 2e année consécutive parmi les 10 pays au monde qui ont mis en place le plus grand nombre de réformes pour améliorer l'environnement des affaires. Donc, il n'y a pas de secret, il faut améliorer l'environnement des affaires pour pouvoir atteindre de forts taux de croissance. La Côte d'Ivoire a obtenu les notations B1 et B par les agences de notation Moody's et Fitch, avec des perspectives positives. Les émissions d'Eurobond de juin 2014 et de février 2015 ont été un franc succès,
selon les marchés financiers, avec des taux d'intérêt particulièrement donc attrayants. L'admission de la Côte d'Ivoire au programme Threshold du Millennium Challenge Corporation, MCC, atteste des progrès accomplis dans plusieurs domaines, notamment la politique macroéconomique, la bonne gouvernance et la transparence. Ces bons résultats découlent aussi des décisions prises dès notre investiture en mai 2011 de donner une nouvelle impulsion à la politique de développement de la Côte d'Ivoire à travers l'élaboration du Plan national de développement, le PND, 2012-2015. Et à cet égard, je voudrais féliciter le ministre d'État Mabry Touakeuse, qui est donc l'homme orchestre en matière d'organisation, de la planification et du développement. Les résultats fin 2014 montrent que les objectifs que nous nous sommes assignés pour ces 3 années ont été atteints dans l'ensemble. Et selon le FMI, la Côte d'Ivoire devrait continuer cette belle performance au cours des prochaines années. Sur la base du rapport d'exécution du PND à fin 2014, un nouveau PND pour la période 2016-2020 devrait être finalisé d'ici la fin du mois de juin. Alors, Monsieur le ministre d'État, juin, n'est-ce pas? Au mois de juin, donc le Premier ministre vous surveille. La bonne mise en œuvre de ce nouveau plan devrait nous permettre d'atteindre notre objectif d'une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020. Les réformes visant à améliorer le climat des affaires, à la transparence, la bonne gouvernance et la compétitivité continueront d'être mises en place de façon volontariste. Ainsi, la Côte d'Ivoire pourrait rejoindre la première moitié des pays les mieux placés dans le monde en ce qui concerne le rapport Doing Business de la Banque mondiale, de Transparency International sur la lutte contre la corruption et du Forum économique mondial sur la compétitivité. Enfin, la Côte d'Ivoire devrait pouvoir progresser dans le classement des pays dans le monde en ce qui concerne les indices humains du PNUD. En outre, nous sommes en train de moderniser les zones industrielles existantes et d'en créer de nouvelles à Abidjan, mais aussi à l'intérieur du pays, ce qui nous permettra d'atteindre à terme l'objectif de transformation de 50% au moins de nos produits primaires. Au-delà de 2020, la Côte d'Ivoire aura donc une base solide pour devenir un pays intermédiaire à revenus élevés à l'horizon 2030. Je ne serai pas là. Donc c'est pour ça que je m'arrête à 2020. Voilà. Excellences, honorables invités, mesdames et messieurs, mon ambition est aussi, bien sûr, je dirais dire notre ambition, est aussi de continuer, de contribuer au renforcement de l'intégration régionale, aussi bien au niveau de la zone CFA, de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, la CEDEAO, que du continent africain. Si nous voulons réussir le pari de l'émergence, nous devons promouvoir l'efficacité de la coopération au développement, à commencer par la coopération sud-sud et la mobilisation des ressources intérieures. Nous devons aussi renforcer le partage des connaissances et des capacités humaines et institutionnelles en vue d'accroître la valeur ajoutée intra-africaine et le progrès technologique, gage d'une amélioration des moteurs de la croissance. Bien sûr, nous partageons pleinement tous les objectifs 2063 de l'Union africaine. Il nous faudra enfin lutter contre le terrorisme, le trafic des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants, et le trafic des marchandises illicites. Voilà, Excellences, Mesdames et Messieurs, honorables invités, vous avez compris que c'est le Premier ministre qui a rédigé ce texte. Je vous en donne une lecture, mais je crois que nous pouvons lui faire confiance et nous faire confiance. Honorables invités, Excellences, Mesdames et Messieurs, notre vision de l'émergence repose donc sur le postulat suivant. L'émergence est un pari sur l'avenir. L'avenir se planifie. Oui, l'avenir se planifie.
et nous devons y croire. L'émergence se construit dans la paix, la sécurité, le dialogue et la cohésion sociale, comme l'a souligné tout à l'heure Mme Hélène Clark. Au regard de la qualité des participants à cette rencontre, je suis convaincu pour ma part que vos réflexions aboutiront à des conclusions qui nous permettront de faire de l'émergence une réalité en Afrique pour de nombreux pays. Je voudrais, pour terminer, vous souhaiter des discussions fructueuses et surtout des conclusions porteuses d'espoir pour nos pays, pour nos peuples et pour nos enfants. L'Afrique est un continent d'avenir, oui, un continent plein de promesses, un continent, je suis sûr, qui continuera de surprendre le monde. C'est sur cette note d'espoir que je déclare ouverte la conférence internationale sur l'émergence en Afrique. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, honorables invités, la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique est donc ouverte. Cette cérémonie d'ouverture sera immédiatement suivie, comme je vous l'ai indiqué, d'un panel de haut niveau qui aura comme animateur le président de la République de Côte d'Ivoire, monsieur le vice-président de la Banque mondiale, monsieur le vice-président de la BAD, monsieur le vice-ministre des Affaires étrangères de la République populaire de Chine et monsieur le ministre Idriss Jala, le sénateur Idriss Jala de la Malaisie et le président Thabo Mbeki. Ce panel de haut niveau aura comme modérateur Madame Hélène Clark, secrétaire générale adjoint donc des Nations Unies. Je prie les invités de rester en place le temps de permettre à leurs excellences de se retirer et de nous rejoindre dans une dizaine de minutes pour ce panel de haut niveau. Merci bien, mesdames, messieurs, de bien vouloir rester en place, s'il vous plaît.